bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine et fondation de l'ordre des Templiers. L'ordre des Templiers trouve son origine dans un contexte historique marqué par les croisades, ces expéditions militaires initiées au XIIe siècle dans le but de reprendre le contrôle des lieux saints en Terre Sainte. La première croisade s'est achevée à la fin du XIe siècle, laissant derrière elle un réseau de citadelles chrétiennes au cœur du Proche-Orient. C'est précisément dans ce contexte de tension permanente et de vulnérabilité que naît, en l'an 1112, une communauté dédiée à la protection des pèlerins. Cette communauté est fondée par un petit groupe de chevaliers français, dont le principal est Hugues de Pons. Leur objectif est alors simple: assurer la sécurité des voyageurs chrétiens qui se rendent à Jérusalem, menacés par les brigands et les factions ennemies. Le site choisi pour leur première installation, le Temple de Salomon, symbolise à la fois leur vocation et leur ancrage dans une histoire religieuse profonde. Le nom Templier découle précisément de cette localisation. La fondation de l'ordre coïncide avec l'installation croissante de puissances occidentales au Proche-Orient. À cette époque, le roi Baudouin II de Jérusalem joue un rôle clé en concédant aux Templiers une reconnaissance officielle, ainsi qu'un statut particulier. La petite communauté acquiert rapidement un statut d'ordre militaire reconnu par l'Église, appuyé notamment par le pape Innocent II. Cette légitimation institutionnelle permet aux Templiers de croître en nombre et en influence. La structure de l'ordre est organisée de manière à concilier la dimension spirituelle avec une rigoureuse discipline militaire. Les membres prennent des vœux religieux comparables à ceux des moines, tels que la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, mais ils combinent ces engagements avec une mission combattante très précise. Leur vie est ainsi marquée par une alternance entre prière et entraînement martial, reflétant l'idéal du chevalier chrétien dévoué à la cause de la foi. Au sein de l'ordre, plusieurs fonctions sont clairement définies. Hugues de Pons, en tant que premier maître, incarne l'autorité spirituelle et stratégique. Il est entouré de chevaliers, mais aussi de frères sergents, chargés des tâches moins nobles et souvent dangereuses. En parallèle, des chapelains assurent la dimension religieuse, garantissant la rigueur des offices quotidiens. Cette organisation reflète une discipline stricte et une hiérarchie parfaitement établie. L'ordre des Templiers n'est cependant pas uniquement une force militaire. Lors de ses premières années, il développe également une influence économique et politique notable. Sa gestion de privilèges commerciaux et de terres en Europe constitue une base solide pour son expansion. Les souverains occidentaux lui accordent des donations, confiant aux Templiers la gestion de domaines stratégiques, favorisant l'ordre dans ses futurs projets. Sur le plan militaire, les Templiers jouent un rôle crucial dans les défenses des États latins d'Orient. Ils construisent et entretiennent des fortifications essentielles, comme la forteresse de La Rochelle ou celle de Safed. Leur présence sur le terrain rassure les pèlerins et les populations chrétiennes, car l'ordre agit comme une police armée garante d'une certaine sécurité dans un environnement souvent hostile. Au-delà de leur vocation proprement dite, les Templiers inspirent aussi une série de mythes et de légendes. Certains pensent que leur sagesse militaire résulte d'un savoir secret ou encore qu'ils possèdent des trésors inestimables. Ces récits, bien que largement romancés, reflètent la fascination que suscite cet ordre singulier, dont l'aura se diffuse bien au-delà des seules frontières du Moyen Âge. Les circonstances précises qui entourent la création initiale de l'ordre restent encore sujettes à recherche et débat parmi les historiens.
Certains soulignent l'importance des alliances entre chevaliers, souvent issus de familles nobles, cherchant à conjuguer foi et ambition via une institution solide et reconnue. Cette entente entre valeurs spirituelles et intérêts temporels assure à l'ordre une position durable. Les légendes autour de la relation entre les Templiers et le Temple de Salomon participent également à leur mystique. Bien que peu d'éléments tangibles confirment une réelle occupation prolongée du site, ce toponyme reste symbolique d'un lien idéologique avec la tradition biblique, renforçant l'identité et la légitimité de l'ordre. Cette dimension sacrée marque leur vision d'eux-mêmes comme gardiens d'un héritage ancien. Au fil des années, la reconnaissance pontificale conférera aux Templiers l'immunité civile et la liberté vis-à-vis des autorités locales. Cette autonomie relative favorisera leur développement, mais suscitera aussi jalousie et opposition. Leur pouvoir grandissant en Europe entraînera des tensions croissantes avec certains royaumes et ordres concurrents, pavant la voie à des épisodes complexes de leur histoire. La mission initiale de custodier les pèlerins évoluera assez rapidement pour inclure une dimension plus offensive, coordonnant des opérations militaires ciblées. Les Templiers participent aux batailles clés des croisades suivantes, démontrant leur efficacité tactique et leur discipline rigoureuse. Cette double vocation, à la fois civile et guerrière, distingue durablement leur ordre de nombreuses autres institutions médiévales. Le recrutement dans l'ordre connaît un regain d'intérêt grâce au succès militaire et à l'aura spirituelle des Templiers. Ils attirent des jeunes nobles prêts à sacrifier leur vie pour une cause perçue comme sacrée, mais aussi des chevaliers d'expérience désireux de donner un sens nouveau à leur engagement. Cette dynamique sociale contribue à la construction progressive d'une identité collective forte. Dans l'ensemble, la création de l'ordre des Templiers répond à un besoin concret de protection dans un contexte d'instabilité et de fractures religieuses profondes. Par son organisation, ses valeurs et ses actions, il incarne un modèle original combinant foi, pouvoir et devoir. Cette synthèse durable façonnera durablement son destin et son impact historique. Ce panorama sur l'origine de cet ordre illustre le rôle central qu'a joué la mobilisation religieuse et militaire dans la genèse des institutions médiévales. La fondation des Templiers représente un moment d'articulation entre le sacré et le temporel, entre le pèlerinage pacifique et la défense armée. Cette dualité constitue une clé essentielle pour comprendre leur longévité et leur influence. En conclusion, ce récit de la naissance des Templiers permet de saisir la complexité de leur mission initiale, ainsi que la profondeur de leur organisation interne. Le contexte des croisades, conjugué à l'engagement de quelques chevaliers déterminés, donne naissance à une institution unique en son genre. Cette première étape fixe les prémices d'une histoire riche en événements et en transformations. L'étude des premiers pas de cet ordre ouvre ainsi la voie à l'exploration de ses développements ultérieurs, notamment ses stratégies militaires, ses relations avec les pouvoirs européens et son rôle dans la diplomatie médiévale. Ces aspects seront abordés dans la suite, offrant un éclairage complet sur l'évolution progressive des Templiers. Rôle militaire et religieux des Templiers. Le rôle militaire et religieux des Templiers constitue un aspect fondamental pour comprendre cette organisation singulière qui a marqué l'histoire médiévale. Fondé au début du XIIe siècle, l'ordre du Temple a émergé dans le contexte des croisades, avec pour but principal de protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte. Cette double vocation, à la fois guerrière et spirituelle, définissait leur existence quotidienne, mêlant rigueur monastique et discipline militaire. Les Templiers se présentaient comme des moines soldats, un concept assez nouveau à l'époque. Leur engagement ne se réduisait pas à la simple présence sur le champ de bataille,
Il s'agissait d'une véritable vocation dont les exigences spirituelles étaient aussi strictes que celles des ordres monastiques traditionnels. Leurs règles, rédigées sous l'influence des clercs cisterciens, imposaient notamment le silence, la pauvreté et l'obéissance sans faille, conditions indispensables pour mériter leur place au sein de l'ordre. Militairement, les Templiers étaient reconnus pour leur efficacité. Leurs chevaliers étaient entraînés à la fois pour la défense des lieux saints et pour la guerre offensive contre les forces adverses. Ils se distinguaient par leur organisation rigoureuse, la discipline de leurs troupes et l'usage innovant de l'armement, contribuant ainsi au succès de plusieurs batailles cruciales durant les croisades. Leur participation fut également rendue possible grâce à un réseau logistique développé, qui assurait ravitaillement et soutien à leurs garnisons souvent éloignées. Sur le plan spirituel, les Templiers vivaient sous une règle qui combinait austérité monastique et un code moral strict. Chaque chevalier était non seulement un combattant, mais également un moine voué à une vie de prière et de méditation. Les offices religieux occupaient une place centrale dans leur quotidien, rappelant sans cesse l'aspect sacré de leur mission. Cette double nature renforçait leur image d'élite dévouée, animée par une foi profonde et un sentiment de protection divine. Leur discipline était soigneusement entretenue par des cérémonies et des rituels spécifiques. Par exemple, les initiations présentaient un caractère solennel, avec un engagement prononcé à respecter les vœux monastiques. La fraternité au sein de l'ordre favorisait une solidarité exemplaire, essentielle pour affronter les épreuves quotidiennes de la guerre et de la vie austère. Ce lien renforçait la cohésion du groupe, fondamentale face aux nombreux dangers et mesures prises contre eux par différents pouvoirs. Les Templiers ont également exercé une influence considérable dans le domaine économique et politique. Leur réseau bancaire embryonnaire permettait de sécuriser les biens de nombreux fidèles, contribuant ainsi à leur autonomie financière. Cette richesse, acquise sans cesse accrue, souleva parfois des jalousies et des critiques qui finirent par précipiter leur chute. Pourtant, leur engagement et leur rôle militaire restent témoins d'une organisation complexe, alliance rare de foi et d'efficacité guerrière. L'ordre du Temple sut s'adapter au fil des décennies, renforçant ses forteresses en Terre Sainte et développant ses possessions en Europe. Les chevaliers étaient aussi chargés de missions diplomatiques, servant d'intermédiaires entre royaumes chrétiens et territoires musulmans. Cette interaction politique n'enlevait rien à leur vocation première. Bien au contraire, elle leur permettait de jouer un rôle décisif dans le maintien d'un équilibre fragile dans cette région conflictuelle. La rigueur morale imposée par la règle templière infligeait aussi des restrictions de vie personnelle. Le célibat, l'abstention de tout luxe et le renoncement aux biens matériels étaient affichés comme des vertus indispensables. Ce mode de vie exclusivement collectif soulignait leur appartenance à une communauté unie par une cause supérieure, renforçant la réputation de discipline et de dévouement qui leur a longtemps été attribuée. Malgré leur image d'élite, les Templiers ne furent pas exempts de critiques et de controverses. Leur accumulation de richesses, leur pouvoir étendu, ainsi que leur implication politique provoquèrent méfiance et jalousie. Les rumeurs et accusations infondées qui émergèrent à la fin du Moyen Âge furent en partie une réponse à cette crainte suscitée par un ordre capable d'allier force militaire et influence spirituelle. Cette complexité a nourri de nombreux débats historiques jusqu'à aujourd'hui. L'importance des Templiers dépasse ainsi leur rôle strictement militaire. Leur existence illustre une époque où la frontière entre le sacré et le profane était moins nettement tracée. Leur engagement démontre combien le désir de servir une foi pouvait s'exprimer par des actes concrets, parfois violents,
au service d'une cause que ces chevaliers considéraient comme juste et nécessaire pour protéger le christianisme. C'est ce paradoxe qui donne une dimension particulière à cette institution. Progressivement, leur influence s'étendit au-delà des champs de bataille. Ils édifièrent des commanderies, centres de gestion territoriale regroupant des biens cultivés, des artisans et des serviteurs. Ces établissements représentaient un maillage important pour soutenir l'effort militaire et spirituel de l'ordre. La vie dans ces commanderies combinait infrastructures économiques et activités religieuses, montrant la polyvalence et la cohérence du système templier. L'entraînement des chevaliers reflétait aussi cette dualité entre guerriers et moines. Ils apprenaient à manier l'épée, équiper leur monture, mais également à suivre rigoureusement les règles de prière et de méditation. Cette discipline encadrée permit à l'ordre de maintenir une force cohérente, capable de s'adapter aux évolutions des conflits tout en restant fidèle à ses idéaux fondateurs. La pérennité de cette organisation tient donc à ce savant équilibre. En Terre Sainte, la présence des Templiers prit une importance stratégique, en particulier lors des sièges de Jérusalem ou des batailles pour le contrôle des routes commerciales et des points de passage. Ils assuraient la sécurité des pèlerins, renforçaient les défenses des citadelles et participaient à la logistique indispensable à la survie des colonies chrétiennes. Leur rôle y fut souvent décisif, même si cette présence militaire ne suffisait pas toujours à enrayer le recul progressif des croisés face aux forces musulmanes. La spiritualité templière était nourrie de références bibliques et de conceptions théologiques spécifiques. L'ordre mettait en avant l'idée de combattre pour défendre la Terre Sainte, perçue comme une mission sacrée. Cette vision transcendante servait à justifier l'interdiction de se battre pour des intérêts personnels ou terrestres. L'idéal templier reposait sur un engagement total, où la guerre devenait une forme de service religieux, une expression concrète de la foi. Cette conception avait aussi des implications sur leur manière de vivre en communauté. L'austérité matérielle participait à purifier l'âme des tentations mondaines. La pauvreté imposée n'était pas simplement un choix économique, mais un signe tangible du renoncement au monde. En portant un habit simple et en partageant tous les biens, les Templiers, traduction d'une égalité spirituelle essentielle au sein de l'organisation. Leur fin tragique, marquée par l'arrestation massive et les procès à la suite de l'ordre du roi de France au début du XIVe siècle, ne doit pas occulter la complexité de leur apport. Même si cette chute fut brutale, la mémoire des Templiers reste associée à une discipline exemplaire et à une vision novatrice du rôle des forces armées dans un cadre religieux. Leur histoire offre ainsi un regard unique sur les interactions entre foi et pouvoir à une époque cruciale. Leur héritage se poursuit d'une certaine manière dans la culture contemporaine, où les légendes et mythes autour des Templiers alimentent imaginaires et controverses. Cependant, au-delà de ces interprétations, leur réalité historique témoigne d'une volonté constante de concilier engagement spirituel et obligations militaires, un équilibre rare dans l'histoire des ordres religieux occidentaux. Cette harmonie demeure une clé pour comprendre la richesse de leur rôle. L'étude de la règle templière révèle aussi la manière dont la spiritualité pouvait structurer une organisation militaire de façon très rigoureuse. Les prières quotidiennes, les offices communautaires, ainsi que le respect des vœux, modelaient le comportement des chevaliers et assuraient la cohésion interne de l'ordre. Cette discipline avait pour objectif à la fois le renforcement de la foi individuelle et l'efficacité collective sur le terrain. Les Templiers se trouvaient donc à la croisée des chemins entre la vie cloîtrée et l'action extérieure. Cette ambivalence constituait un défi permanent, qu'ils relevaient en maintenant une hiérarchie stricte et en assignant à chaque membre une place au sein de la communauté. Cette organisation
était le fondement de leur succès, puisque les unités templières pouvaient agir de manière coordonnée et persévérante, même dans des conditions extrêmes. La formation continue des chevaliers et des frères moins armés favorisait l'entretien des compétences indispensables. Que ce soit dans le maniement des armes ou dans l'étude des textes religieux, l'apprentissage était constant afin de garantir un haut niveau d'engagement. Ces efforts contribuèrent à pérenniser l'ordre durant plus d'un siècle, dans un contexte de changement politique, religieux et militaire majeur. Les commanderies, véritables petites communautés autonomes, jouaient un rôle essentiel dans cet équilibre. Elles assuraient non seulement le recrutement et la formation, mais aussi le financement des opérations militaires en Terre Sainte. Ces établissements servaient de relais pour la collecte de fonds, la gestion des terres et l'organisation des ressources, éléments indispensables pour maintenir la pérennité de l'ordre à distance. L'importance accordée aux rituels symboliques ne doit pas être négligée. Les Templiers entretenaient une richesse de cérémonies marquant les étapes clés de la vie de l'ordre, telles que l'admission, la prise des vœux ou les funérailles. Ces manifestations renforçaient le sentiment d'appartenance et inscrivaient chaque chevalier dans une tradition spirituelle profonde, fondée sur la continuité et la mémoire collective. Leur engagement dans la défense de la chrétienté médiévale dépasse donc la simple fonction militaire. Il engageait une dimension morale et religieuse que peu d'autres institutions savaient concilier avec une telle intensité. Cette union de forces fut au cœur de leur identité et explique leur réputation durable dans l'imaginaire historique et culturel occidental, malgré les controverses entourant leur fin. En somme, le rôle des Templiers est indissociable d'une conception particulière du sacré au sein de la guerre. Ils incarnèrent une tentative originale d'intégrer la spiritualité dans la pratique guerrière, sous une forme organisée et contrôlée. Leur expérience illustre ainsi la complexité des rapports entre foi, pouvoir et violence durant le Moyen Âge, en proposant une figure unique, reflet d'une époque tourmentée. Cette approche leur permit aussi de bénéficier d'un appui particulier de la part de certaines autorités ecclésiastiques qui voyaient en eux une force utile pour défendre les intérêts de la chrétienté. Toutefois, cette alliance se révéla parfois précaire, soumise aux tensions internes et externes qui marquèrent leur existence. L'équilibre entre pouvoir religieux et militaire demanda une vigilance permanente. Les Templiers ont donc combiné une vie de prière intense avec des actions militaires visant à protéger des territoires et des personnes. Cette synthèse entre dévotion et combat fut au cœur de leur originalité et de leur efficacité. Leur discipline rigoureuse, à la fois physique et spirituelle, a profondément marqué la manière dont on envisagea par la suite le rôle des ordres religieux armés dans une Europe en mutation. Les conditions de vie particulièrement difficiles en Terre Sainte renforçaient la cohésion des Templiers. Face aux obstacles, à la lutte contre des forces adverses puissantes et aux défis sanitaires, ils restaient attachés à leur mission sacrée et à la fraternité qui les unissait. Cette solidarité constituait un élément crucial de survie, conférant à l'ordre une force collective qui allait bien au-delà de ses simples effectifs. En conclusion, la dualité militaire et religieuse des Templiers représente une singularité majeure dans l'histoire médiévale. Leur engagement illustre la capacité d'une organisation à combiner des valeurs spirituelles avec des exigences tactiques et stratégiques. Ce modèle, bien que contesté et finalement détruit, a laissé une empreinte durable qui continuera à susciter fascination et réflexion dans les études historiques futures. Ainsi, en poursuivant l'exploration de cette histoire, il convient désormais de s'intéresser aux aspects économiques et sociaux qui consolidèrent cet ordre, révélant comment ces chevaliers monastiques réussirent à construire une structure financière
et politique internationale indispensables pour soutenir leur dualité fondamentale. Organisation interne et mode de vie des Templiers. L'ordre des Templiers, fondé au XIIe siècle, représentait bien plus qu'une simple confrérie de guerriers. Leur organisation interne était complexe et rigoureusement structurée, reflétant l'importance de leur mission spirituelle et militaire. À la base de cette structure se trouvait une hiérarchie clairement définie, dans laquelle chaque membre avait un rôle précis, allant du simple frère soldat au haut dignitaire responsable des décisions stratégiques. Cette hiérarchie favorisait non seulement l'ordre, mais aussi la discipline, essentielle à leur efficacité sur le terrain et dans la gestion de leurs possessions. La vie quotidienne des Templiers était marquée par une stricte observance des règles monastiques mêlée à une préparation constante pour la bataille. Ces moines soldats suivaient une règle empruntée aux cisterciens, combinant prière, travail manuel et études. Le rythme quotidien débutait par la prière matinale, suivi de diverses tâches selon le rôle de chacun, qu'il s'agisse d'entraînement martial, d'administration des domaines ou de soins aux pauvres. Cette alternance entre spiritualité et activité concrète inculquait une discipline collective forte, renforçant les liens entre frères. La devise de l'ordre « Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam » illustrait cet idéal d'humilité et de service. Leurs vêtements distinctifs, le manteau blanc orné de la croix rouge, symbolisaient cette pureté et leur engagement au Christ. Cette croix rouge, simple mais frappante, devint un emblème connu dans toute l'Europe, assimilé à la ferveur et au courage des Templiers. Elle leur conférait une identité visuelle forte, servant à la fois de signe de reconnaissance et de symbole de leur mission sacrée. Les Templiers adoptaient une discipline stricte en matière de vie communautaire. La pauvreté volontaire était une règle fondamentale, les empêchant de posséder des biens personnels et assurant ainsi une vie d'austérité partagée. Cette règle visait aussi à les protéger des influences extérieures et des corruptions matérielles, garantissant leur totale dévotion à la cause de la protection des pèlerins et de la défense des territoires saints. La vie collective s'organisait autour de la prière commune, des repas en silence et d'une obéissance absolue au supérieur. Leur commanderie, véritable centre de pouvoir, fonctionnait comme des forteresses, mais aussi comme des lieux d'administration. Chaque commanderie avait son propre commandeur chargé de la gestion militaire, financière et spirituelle. Ces établissements servaient à stocker les ressources, accueillir les frères en déplacement et organiser les campagnes militaires. La gestion agricole y était aussi un aspect significatif, puisque les Templiers exploitaient leurs terres pour subvenir à leurs besoins, tout en entretenant un réseau économique étendu. Le lien entre fraternité et devoir religieux se manifestait concrètement dans les rites et cérémonies. L'entrée dans l'ordre était marquée par un serment solennel, où le nouveau membre promettait d'observer la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ces vœux monastiques, essentiels à l'identité templariste, exprimaient leur engagement absolu à la fois envers Dieu et envers la communauté des frères. Chaque jour comprenait également des prières spécifiques, dédiées non seulement à la protection divine, mais aussi à la consécration des exploits guerriers. Le secret entourant certains aspects de la vie intérieure des Templiers a alimenté de nombreuses légendes. Il est certain que leur organisation faisait preuve d'une confidentialité rigoureuse, notamment concernant leur stratégie et leurs trésors. Cette réserve, prophétisée par la nature même de leur mission, a nourri des hypothèses sur des pratiques ésotériques ou des connaissances occultes. Toutefois, l'essentiel de leur force reposait sur leur discipline, leur foi inébranlable et leur cohésion.
bien plus que sur des mystères cachés. Le fonctionnement interne de l'ordre privilégiait également une certaine élite dans ses rangs. Au sommet, le maître de l'ordre disposait d'une autorité quasi absolue, veillant à la stricte application des règles. Il était assisté par un conseil, composé des principaux commandeurs, qui participaient aux décisions majeures. Cette gouvernance centralisée permettait de maintenir la cohésion malgré la dispersion géographique des commanderies à travers l'Europe et le Levant. La communication entre ces différents pôles s'appuyait sur un réseau efficace, permettant une coordination rapide. L'éducation des jeunes frères faisait aussi partie intégrante de leur vie. Ils recevaient une formation militaire rigoureuse, incluant le maniement des armes, l'équitation et la stratégie. Parallèlement, des enseignements religieux et moraux leur étaient dispensés, préparant les Templiers à une vie équilibrée entre combat et méditation. Les novices découvraient ainsi les valeurs fondamentales de l'ordre, apprenant l'importance du sacrifice personnel et de la loyauté à la communauté. Les emblèmes utilisés par les Templiers allaient au-delà de la Croix-Rouge. Plusieurs symboles accompagnaient leurs vêtements et leurs régalia, chacun portant une signification spécifique. Par exemple, la double croix et certains motifs géométriques ornaient parfois les bannières, traduisant leur appartenance à l'ordre et leur engagement dans une mission divine. Ces signes visuels favorisèrent l'identification collective et expliquèrent une grande partie de la renommée durable des Templiers au fil des siècles. L'aspect économique joua un rôle fondamental dans la vie de l'ordre. Grâce à leur possession étendue, allant des terres agricoles aux forteresses, ils devinrent rapidement des acteurs clés du réseau financier médiéval. Les Templiers développaient des systèmes de prêts et de gestion de fonds avancés pour leur époque. Cette richesse organisée finança leurs opérations militaires, mais aussi leurs œuvres charitables, destinées à soutenir les malades, les pèlerins et les nécessiteux. La fidélité à la règle et à l'ordre était également manifestée par l'abstinence de certaines libertés individuelles. Les Templiers renonçaient à la vie familiale traditionnelle, à la propriété personnelle et à tout confort excessif. Cette égalité austère créait une fraternité solide, unie par la même foi et les mêmes sacrifices. Chaque frère vivait ainsi en interdépendance avec les autres, supportant collectivement les difficultés et partageant les responsabilités. Une attention particulière était portée à la santé et au bien-être des membres. Les Templiers mettaient en place des infrastructures dans leurs commanderies, comprenant des infirmeries et des lieux de repos. Cela permit non seulement de soigner les blessures de guerre, mais aussi de garantir la survie de l'ordre face aux épidémies et aux difficultés du Moyen-Âge. Ce soin collectif renforçait la cohésion et la longévité de la communauté. L'organisation juridique des Templiers renforçait leur autonomie. Ils étaient régis par leurs propres statuts et tribunaux internes, échappant souvent aux lois séculières. Cela leur permettait de maintenir leur discipline sans ingérence extérieure, important pour la survie d'un groupe à vocation militaire et religieuse. Toutefois, cette indépendance suscita des jalousies et des accusations, notamment lors des temps troubles marquant la fin de l'ordre. La vie spirituelle dominait l'esprit des Templiers au quotidien. La foi en Dieu et en la mission sacrée guidait chacun de leurs actes, du plus humble au plus élevé. Ce souci constant du divin se traduisait dans leur engagement, leurs prières, mais aussi dans les règles de pénitence observées. Cette dévotion collective était le ciment invisible qui assurait la cohésion et la résilience de l'ordre malgré les épreuves extérieures. Le rituel de l'initiation constituait un moment clé dans la vie d'un frère. Lorsqu'un novice rejoignait l'ordre, il passait par une cérémonie symbolique forte avec vœux et rituels précis, officialisant son entrée dans la communauté. Ces moments, empreints de gravité et de solennité,
marquait un changement irréversible, le passage d'un homme ordinaire à un membre d'une institution dédiée à la croix et à la guerre sainte. L'influence des Templiers s'étendait également à leur architecture. Les bâtiments qu'ils érigeaient témoignaient de leur volonté d'allier fonctionnalité militaire et spiritualité. Les chapelles intégrées dans leur forteresse étaient simples, mais pensées pour favoriser l'intériorité et la prière. Les remparts et tours, quant à eux, étaient conçus pour la défense, garantissant la sécurité des frères et des pèlerins accueillis. Cette double vocation était un reflet tangible de leur mode de vie et de leur mission. Certains symboles, comme le sceau montrant 2 chevaliers sur un même cheval, illustrent l'idéal de pauvreté, de fraternité et d'entraide. Ce symbole est devenu une image emblématique de l'ordre, rappelant que derrière la force militaire se cachait un engagement spirituel profond et un partage des charges. Ces représentations visuelles participaient à la légende et à la popularité de l'ordre tout en résumant sa philosophie. La question de la gestion des richesses accumulées fut toujours un sujet délicat pour les Templiers. Si la règle interdisait la possession personnelle, l'ordre, en tant que structure, contrôlait d'immenses ressources. Ce paradoxe reflète la complexité de leur organisation, devant concilier idéal spirituel et nécessité matérielle pour survivre. Cette gestion collective exigeait rigueur, transparence et dévouement des commandants. Des archives et chartes médiévales, encore étudiées aujourd'hui, témoignent de la rigueur administrative en vigueur parmi les Templiers. Ces documents révèlent un système organisé, capable de coordonner des opérations parfois lointaines avec une grande efficacité. La tenue méticuleuse des comptes et la correspondance entre commanderies démontrent un haut niveau de professionnalisme, souvent méconnu du grand public. La double nature des Templiers, entre moines et soldats, façonna un mode de vie unique. Ils dictaient leur manière de se vêtir, d'agir, mais aussi de penser. Cette dualité implorait une discipline mentale et physique, où l'ascèse renforçait la vigueur militaire, tandis que l'exercice du combat parola la foi. Chaque frère devait incarner cet équilibre fragile pour maintenir la cohésion de l'ensemble. La réputation des Templiers s'appuya également sur leur capacité à protéger les pèlerins sur les routes du Levant. Leur présence rassurait ceux qui empruntaient des trajets périlleux, souvent menacés par des brigands ou des conflits. La mission première de l'ordre, gardienne des lieux saints et des voyageurs, s'incarnait au quotidien dans ses actions concrètes, fruit d'une organisation rigoureuse et d'une fidélité inébranlable. Enfin, le mode de vie des Templiers s'appuyait sur une solidarité sans faille. Cette entraide quotidienne, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou morale, constituait le socle de la communauté. Face aux défis extérieurs, cette unité renforcée par des règles claires et une discipline constante permit à l'ordre de traverser plusieurs siècles d'existence malgré les turbulences. Ces aspects de leur organisation et mode de vie illustrent bien la singularité des Templiers. Leur cohésion, leur rigueur et leurs symboles ont contribué à forger une identité durable, fascinant historien et passionné jusqu'à aujourd'hui. Cette vision de leur quotidien invite à mieux comprendre les fondements de cet ordre légendaire, avant d'aborder les épisodes ultérieurs qui marquèrent de son histoire. Expansion et richesse des Templiers en Europe. Les Templiers, ordre militaire et religieux fondé au début du XIIe siècle, connurent une expansion remarquable qui s'est étendue bien au-delà des Terres Saintes. Leur richesse et leur puissance reposaient sur un réseau étendu de possessions et de commanderies réparties à travers l'Europe. Ces établissements, souvent établis dans des zones stratégiques, servaient à la fois de centres religieux, agricoles et financiers. La maîtrise progressive de territoires vastes
permit aux Templiers de disposer de ressources considérables, renforçant leur influence sociale et politique dans plusieurs royaumes. La gestion de ces biens se structurait autour de domaines agricoles où les frères exploitaient les terres, élevaient du bétail et cultivaient des céréales, assurant ainsi la subsistance de la communauté et un excédent à des fins commerciales. Grâce à leur organisation rigoureuse, les Templiers optimisèrent l'utilisation de leurs terres en adaptant les cultures aux régions spécifiques, ce qui leur valut une productivité supérieure à celle des voisins contemporains. Ce succès économique était étroitement lié à leur discipline et à leurs méthodes administratives avancées, fondées sur une documentation méticuleuse et un contrôle rigoureux des propriétés. Le développement des commanderies joua un rôle majeur dans l'implantation territoriale des Templiers. Chaque commanderie, dirigée par un commandeur, fonctionnait comme une unité autonome capable de gérer ses finances, ses membres et ses activités. Ces établissements étaient parfois fortifiés et servaient également de relais logistique pour les déplacements des frères et des pèlerins. Ils assuraient une présence continue dans les régions environnantes, facilitant ainsi la sécurisation des routes commerciales et des chemins de pèlerinage. La densité de ces commanderies traduisait l'expansion géographique et l'enracinement durable de l'ordre. Une caractéristique notable de l'ascension des Templiers fut leur implication dans la finance naissante de l'époque médiévale. Ils développèrent des pratiques qui préfiguraient les systèmes bancaires modernes, tels que la lettre de change, permettant aux pèlerins de déposer des fonds dans une commanderie et de les retirer dans une autre. Cette innovation simplifiait les voyages et réduisait les risques de vol. La fiabilité et la réputation de l'ordre incitèrent la haute noblesse et même des monarques à leur confier des sommes importantes, faisant des Templiers des acteurs incontournables du crédit et de la gestion patrimoniale. La richesse des Templiers attira naturellement l'attention des puissants, suscitant parfois jalousie et méfiance. Toutefois, leur pouvoir économique reposait également sur des alliances diplomatiques et des faveurs royales, garantissant une certaine protection juridique et politique. Plusieurs souverains octroyèrent des privilèges spécifiques à l'ordre, exemptant ses biens de certaines taxes ou lui conférant des droits judiciaires particuliers. Ce soutien officiel contribua à maintenir l'expansion et le rayonnement des Templiers durant près de 2 siècles, avant que les circonstances politiques ne changent radicalement. Il est essentiel de noter que cette accumulation de richesses allait de pair avec une discipline interne stricte, caractéristique des règles monastiques que les Templiers s'étaient données. La pauvreté volontaire, une des clauses initiales de leurs règles, cohabitait avec une gestion efficace des biens collectifs, sans mise en valeur personnelle des frères. Cette distinction permettait d'éviter les conflits d'intérêts, tout en assurant que les ressources servaient intégralement à la mission de l'ordre, qu'il s'agisse de soutenir les croisades, d'entretenir leurs forteresses ou d'aider les pauvres. Les archives des Templiers témoignent également d'une grande capacité d'adaptation aux contextes locaux. Dans des régions comme la France, l'Espagne, l'Angleterre ou la Hongrie, l'ordre modifiait ses pratiques pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et politiques spécifiques. Cette souplesse organisationnelle était complétée par des réseaux de relations bien établis avec d'autres institutions ecclésiastiques et avec le commerce urbain émergent. Ainsi, ils participèrent activement à la croissance des villes médiévales en investissant dans des infrastructures et en facilitant les échanges. En termes militaires, la richesse accumulée permit aux Templiers de financer la construction et l'entretien de nombreux châteaux et forteresses. Ces édifices, souvent imposants, jouèrent un rôle clé dans le contrôle des territoires et la protection des pèlerins. Ils constituaient aussi des symboles visibles de la puissance des Templiers, renforçant leur présence et leur autorité dans des zones parfois contestées. La capacité logistique liée à cette infrastructure militaire
amplifiait leur influence dans les conflits qui secouaient la Méditerranée et l'Europe. Malgré cette prospérité, l'ordre connut des limites et des défis, notamment liés à la complexité croissante de la gestion de ses biens dans des zones aussi diversifiées. Le contrôle à distance de nombreuses commanderies entraînait parfois des dysfonctionnements ou des contestations locales. De plus, la nature rigide de la règle templière pouvait entrer en tension avec les exigences pragmatiques de l'administration territoriale. Ces aspects soulignent que l'expansion économique était une entreprise complexe, exigeant un équilibre constant entre spiritualité, organisation et négociation politique. Les Templiers, à travers leurs activités économiques, leur organisation territoriale et leur rôle dans la finance, ont ainsi largement contribué au développement des structures économiques en Europe à cette époque. Leur héritage dépasse le simple cadre religieux ou militaire, incarnant une facette essentielle de la transformation médiévale vers des sociétés plus intégrées et interconnectées. La richesse et les possessions des Templiers, tout comme leur savoir-faire organisationnel, restent des témoins précieux de cette période dynamique et complexe. Cette évolution de l'ordre vers une puissance économique et territoriale éclaire aussi les raisons de leur déclin ultérieur. Le succès matériel des Templiers suscita des rivalités et des oppositions accrues, préparant le terrain à des événements dramatiques dont les conséquences allaient profondément marquer l'histoire médiévale. C'est en comprenant cette expansion que l'on peut mieux saisir les enjeux de leur disparition, ainsi que l'impact durable que l'ordre a laissé sur la mémoire collective européenne. Le récit de cette progression économique et territoriale des Templiers ouvre la voie à une analyse de leurs relations avec l'Église et les monarchies, ainsi que des mystères entourant leur chute. L'approfondissement de ces dimensions invite à explorer le contexte politique et religieux qui a façonné le destin extraordinaire de ces chevaliers, souvent contemplés autant avec admiration qu'avec suspicion. La transition vers cette thématique éclaire les mécanismes complexes d'une époque pleine d'ambiguïté et de tensions multiples. Mythes et légendes associés aux Templiers. Depuis leur création au début du XIIe siècle, les Templiers ont suscité un intérêt durable marqué par des mystères nombreux et des récits souvent contradictoires. Leur ordre soldatique, fondé pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, est rapidement devenu une puissance militaire et financière majeure. Cependant, au-delà de leur rôle historique concret, l'imaginaire collectif a tissé autour d'eux une toile de mythes et de légendes, certains empruntant à la réalité, d'autres dérivant dans le domaine du fantastique. Il est essentiel de distinguer les faits établis des interprétations erronées qui ont accompagné leur histoire. Les Templiers étaient avant tout des chevaliers moines, membres d'un ordre religieux strict soumis à des règles précises. Ils vivaient dans une communauté disciplinée, combinant vie monastique et activité guerrière. Leur influence s'étendait non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le domaine bancaire, où ils ont innové avec des systèmes de prêts garantis par des dépôts sécurisés. Cette gestion financière a contribué à leur richesse, mais aussi à susciter jalousie et conspiration. Par conséquent, les récits de trésors cachés templiers prennent racine dans cette réalité économique plutôt que dans une pure invention. De nombreux mythes associent les Templiers à des connaissances secrètes ou à la possession d'artefacts sacrés. Parmi les plus célèbres, la quête du Saint Graal occupe une place de choix dans l'imaginaire populaire. Si aucune preuve historique ne corrobore une telle possession, cette légende est renforcée par l'intérêt médiatique et littéraire au fil des siècles. Certains récits suggèrent que les Templiers détenaient des secrets ésotériques ou des connaissances interdites, mais ces affirmations manquent de fondements documentaires. Il est important de comprendre que l'ordre, en tant qu'institution,
était avant tout pragmatique et ancré dans la foi chrétienne orthodoxe de l'époque. L'arrestation brutale des Templiers en 1313 par le roi de France, Philippe le Bel, a marqué un tournant décisif. Les accusations portaient sur l'hérésie, la sorcellerie et d'autres pratiques occultes. Or, ces motifs apparaissent de manière très soudaine dans les archives judiciaires et sont largement considérés par les historiens modernes comme un prétexte politique et financier. Le roi cherchait à s'approprier la fortune accumulée par l'ordre tout en éliminant un pouvoir militaire indépendant. Les interrogatoires souvent obtenus sous la torture ont été à la source de nombreux récits de pratiques hérétiques, dont la plupart sont aujourd'hui considérés comme des calomnies. La disparition soudaine des Templiers a alimenté de nombreuses spéculations sur leur sort ainsi que sur la rémanence de leur influence. Certains prétendent que l'ordre aurait survécu dans le secret, sous d'autres noms ou structures, perpétuant ainsi ses enseignements et sa puissance d'une façon clandestine. Cependant, les recherches actuelles ne révèlent aucune continuité avérée. Ces idées alimentent des groupes ésotériques contemporains et des théories du complot qui reflètent plus les besoins symboliques et culturels modernes que des réalités médiévales. Ce phénomène illustre également la fascination durable pour cette figure emblématique du Moyen Âge. Les récits populaires ont souvent représenté les Templiers comme des gardiens de secrets occultes ou des maîtres d'arts mystiques. Cette image s'écarte nettement des fonctions attestées par les sources historiques, à savoir le service militaire, la prière et la gestion d'un vaste réseau. L'introduction progressive de ces légendes a surtout lieu à partir du XIXe siècle, période durant laquelle romantisme et occultisme connaissent un essor important. Dans ce contexte, les Templiers servent de support à l'imaginaire nationaliste et ésotérique, contribuant à leur mystification. Le rôle des Templiers dans l'histoire religieuse et politique du Moyen Âge est souvent éclipsé par ces légendes sensationnelles. Pourtant, leur influence fut considérable dans la défense des territoires crusadaires et dans les relations entre l'Orient et l'Occident. Leur suppression ébranla temporairement l'équilibre des pouvoirs, mais elle révéla également les tensions qui traversaient les royaumes européens au début du XIIIe siècle. Leurs archives, bien que partiellement conservées, fournissent des éléments précieux pour comprendre leur organisation et leurs activités réelles en dépit du voile mythologique. L'héritage templier est également perceptible dans les structures urbaines et architecturales, notamment par la construction de commanderies et de forteresses. Ces lieux, souvent bien étudiés, apportent des indices concrets sur leur mode de vie et leur stratégie militaire. Cela contribue à mettre en lumière le caractère bien plus prosaïque et structuré de l'ordre, contrastant avec l'image fantasmée d'une société secrète ésotérique. La réalité archéologique renforce ainsi une approche nuancée, évitant les glissements vers le sensationnalisme. Les documents judiciaires issus des procès offrent un témoignage direct sur la perception que l'Église et les pouvoirs séculiers avaient des Templiers à la fin de leur existence. Ces documents soulignent notamment des accusations délibérément ambiguës et souvent contradictoires, destinées à justifier une décision politique. Leur analyse critique permet de distinguer entre accusations infondées et critiques légitimes, portant sur la réglementation interne ou sur des comportements humains. Cette complexité témoigne de la riche interaction entre faits historiques et constructions mythiques. L'image romantique et mystérieuse des Templiers reste présente dans la culture populaire contemporaine sous diverses formes, allant de la littérature à la fiction audiovisuelle. Cependant, cette version romancée masque souvent les réalités historiques, ce qui nécessite un effort de pédagogie et de vulgarisation pour rétablir un équilibre. Comprendre les Templiers dans leur contexte réel permet de mieux saisir l'évolution des ordres militaires religieux et leur rôle dans la société médiévale.
loin des caricatures modernes. En somme, la réputation énigmatique et mythique des Templiers résulte d'un mélange complexe de faits historiques, de manipulations politiques, de traditions orales et d'interprétations postérieures. Leur analyse offre une leçon sur la manière dont l'histoire peut se transformer en légende et comment les récits populaires participent à la construction d'une mémoire collective. Aborder ces questions avec rigueur permet d'apprécier pleinement la place unique qu'occupent les Templiers dans le patrimoine culturel mondial. Cette exploration prépare la transition vers l'étude détaillée de leur organisation interne et de leurs règles de vie, qui seront au cœur de la prochaine analyse. Implication des Templiers dans les croisades. Les Templiers ont joué un rôle essentiel dans les grandes campagnes militaires des croisades, participant activement aux conflits qui ont marqué le Moyen Âge. Leur engagement commença véritablement après la prise de Jérusalem lors de la première croisade, lorsque la nécessité de protéger les pèlerins et les territoires conquis se fit pressante. Ils devinrent rapidement une force organisée et disciplinée dédiée à la défense des États latins d'Orient, notamment dans des régions comme la Palestine et la Syrie. L'approche militaire des Templiers était caractérisée par une discipline rigoureuse et une stratégie réfléchie. Contrairement à une simple troupe de chevaliers venus combattre, ils formaient une armée presque professionnelle, capable de réagir efficacement face aux menaces fréquentes. Leur entraînement incluait non seulement la maîtrise des armes, mais aussi la connaissance approfondie du terrain, ce qui leur permettait d'anticiper les mouvements adverses. Les forteresses tenues par l'ordre étaient conçues pour résister aux sièges prolongés. Parmi les plus célèbres figure la citadelle de Château-Pèlerin, qui offrait une position défensive stratégique en bordure de la Méditerranée. Ces bastions jouaient un rôle crucial en contrôlant les voies de communication et en servant de base pour les opérations militaires. Leur architecture témoignait à la fois d'une vision pratique et d'une volonté de démonstration de puissance. Les Templiers ne se limitaient pas à la défense passive. Ils menaient aussi des expéditions offensives pour étendre ou consolider les territoires chrétiens. Leur efficacité fut notable lors de batailles telles que celle de Montgisard, où leur intervention permit de repousser une armée sarrasine beaucoup plus nombreuse. Ce succès tenait souvent à leur capacité à exploiter la surprise et à concentrer leurs forces sur des points clés du champ de bataille. Outre leurs exploits militaires, ils jouèrent un rôle dans la coopération avec d'autres ordres chevaleresques comme les Hospitaliers. Cette collaboration favorisait une coordination des efforts pour mieux gérer les ressources humaines et matérielles dans un contexte de guerre permanente. Ensemble, ces ordres avaient une influence considérable sur la stabilité des États croisés, dont la survie dépendait souvent de leur capacité à résister aux assauts récurrents. L'organisation interne des Templiers était également un facteur de leur efficacité stratégique. La hiérarchie claire, allant du grand maître au simple frère, permettait une circulation rapide des ordres et un contrôle serré des opérations. Le respect des règles monastiques renforçait leur cohésion et leur détermination face aux épreuves, tout en assurant la pérennité de leur engagement sur la longue durée. Les ressources financières détenues par l'ordre étaient considérables pour l'époque. Leurs donations provenant d'Europe occidentale leur permirent de maintenir des troupes bien équipées et de financer la construction de fortifications. Ce soutien matériel fut indispensable pour soutenir les campagnes prolongées loin de leurs bases européennes, à plusieurs milliers de kilomètres des foyers d'origine des chevaliers. L'un des aspects méconnus de leur implication dans les croisades réside dans leur rôle logistique. En plus de combattre, les Templiers assuraient le ravitaillement des armées, la gestion des dépôts de munitions et parfois même le transport des malades. Leur expertise dans ces domaines contribuait à la résilience des forces chrétiennes dans un environnement souvent hostile et isolé.
Malgré leur puissance, les Templiers durent faire face à une opposition constante. Les forces musulmanes menées par des chefs tels que Saladin mirent en place des stratégies destinées à affaiblir leur influence. Les Templiers participèrent alors à des batailles majeures, notamment lors de la reconquête de Jérusalem en 1196, montrant une fois encore leur importance sur le terrain. Leur présence dans les croisées allait au-delà de la simple fonction militaire. Ils étaient aussi des symboles d'un engagement religieux profond, ce qui renforçait leur image auprès des populations chrétiennes. Cette dimension spirituelle les motivait dans leurs combats et leur donnait une légitimité particulière dans la défense des lieux saints. Avec le temps, leur rôle évolua en réponse aux changements politiques et militaires. La prise de Saint-Jean d'Acre en 1281 par les forces musulmanes constitua un tournant. Ce fut une perte considérable, car cette cité était un centre névralgique pour le commerce et les opérations militaires. Les Templiers durent alors concentrer leurs efforts sur la protection des quelques bastions encore sous leur contrôle. Cette période de résistance intense mit à l'épreuve la cohésion de l'ordre. La nécessité de maintenir un équilibre entre les exigences militaires et les obligations religieuses représentait un défi constant. Malgré cela, les Templiers réussirent à conserver une influence notable jusqu'à la fin du siècle, jouant un rôle clé dans les derniers soubresauts des États croisés. Enfin, il convient de mentionner que l'image populaire des Templiers est souvent enrichie de récits légendaires à propos de leurs trésors ou de leurs secrets mystérieux. Si ces éléments participent à la fascination qu'ils exercent, la réalité de leur contribution réside avant tout dans leur engagement concret sur le champ de bataille et dans la gestion des territoires environnants. Au-delà de l'aspect militaire et stratégique, leur influence s'étendait également à la diplomatie. Ils établissaient des relations avec des princes locaux et parfois même avec des adversaires, cherchant des accords temporaires permettant le maintien d'un fragile équilibre. Ces interactions démontrent une compréhension pragmatique du contexte politique complexe du Moyen Âge. Ainsi, la participation des Templiers aux croisades se situe à l'intersection entre le combat, la gestion tactique et la diplomatie, formant une composante majeure de l'histoire des États latins d'Orient. Leur héritage, empreint de réalisme militaire et de dévotion religieuse, continue d'alimenter la réflexion sur cette période charnière de la chrétienté médiévale. L'étude de leur implication met en lumière une organisation capable de s'adapter aux exigences d'un environnement hostile, où la survie des communautés chrétiennes dépendait souvent de la solidité des ordres militaires. Cette compréhension ouvre la voie à l'exploration de leurs autres dimensions, notamment leur rôle économique et culturel qui sera abordé dans la suite de notre analyse. Relation avec l'Église et la papauté, les Templiers occupaient une place particulière au sein de la chrétienté médiévale, étroitement liée à la papauté et à l'Église, mais également marquée par des tensions persistantes avec d'autres institutions religieuses. Dès leur fondation au début du XIIe siècle, cet ordre militaire, créé pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, bénéficia d'un statut privilégié. Le pape lui-même conféra aux Templiers de nombreuses exemptions et prérogatives, les plaçant sous sa protection directe. Cette faveur papale assurait un certain degré d'indépendance vis-à-vis des autorités locales et ecclésiastiques. En effet, les Templiers n'étaient soumis qu'aux légats pontificaux et non aux évêques des régions où ils s'établissaient. Cette autonomie rare suscitait à la fois admiration et jalousie au sein du clergé, parfois perçue comme une menace par certains ordres et responsables ecclésiastiques. La liberté dont jouissait l'ordre expliquait en partie son développement rapide et son implantation étendue à travers l'Europe. Les Templiers disposaient de vastes possessions, souvent offertes par des souverains
ou des seigneurs désireux de les voir protéger les voies de pèlerinage. Ils administraient ces domaines avec une organisation rigoureuse, récoltaient des fonds et assuraient une intégration complexe à l'économie locale. Le pape Innocent II, puis plus tard le pape Eugène III, renouvelèrent régulièrement les chartes garantissant leur existence et leur liberté d'action. Cette reconnaissance officielle s'accompagnait toutefois d'une exigence morale et religieuse forte, puisque les Templiers étaient censés vivre selon une règle stricte comprenant la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Cette dimension spirituelle renforçait leur image de guerriers saints, dédiés à une mission sacrée. Cependant, ce privilège n'était pas exempt de conflits, surtout dans l'Église locale où certains évêques et abbés voyaient d'un mauvais œil cette exemption. Les Templiers, souvent accusés d'exercer une influence excessive, jouissaient d'un droit de juridiction propre sur leurs membres. Cela engendrait des conflits juridictionnels, notamment lorsque leurs intérêts entraient en contradiction avec ceux de l'Église diocésaine. Plusieurs conciles régionaux tentèrent de limiter ces privilèges, mais leurs décisions restèrent souvent lettre morte face au pouvoir pontifical. Ce conflit entre pouvoir central et pouvoir local fut l'un des traits caractéristiques des relations entre les Templiers et l'Église au Moyen Âge. Un autre aspect fondamental de cette relation s'exprima dans la participation des Templiers aux croisades. En tant que bras armés appuyés par la papauté, ils jouèrent un rôle stratégique dans la défense des territoires chrétiens en Orient. Leur importance militaire trahissait un lien indissoluble avec le Saint-Siège, qui voyait en eux des protecteurs des intérêts religieux et politiques de la chrétienté. Le pape consbutait à cette conviction en accordant fréquemment des indulgences à ceux qui soutenaient matériellement ou spirituellement l'ordre. Cela créait un réseau de soutien puissant autour des Templiers, renforçant leur légitimité et influençant la diplomatie de l'époque. Pourtant, les soupçons et les accusations ne manquèrent pas. Certains détracteurs virent en eux une organisation trop secrète, aux pratiques jugées mystérieuses. Des rumeurs circulèrent sur leurs cérémonies internes et leurs liens avec des pouvoirs occultes, alimentant la méfiance parmi les autorités ecclésiastiques et civiles. Ces soupçons, souvent infondés ou exagérés, participèrent à isoler peu à peu l'ordre, tout en mettant en lumière la difficulté pour l'Église à contrôler pleinement ces guerriers hors normes. La complexité de leur statut échappait souvent aux membres ordinaires de la société, qui percevèrent les Templiers à travers un mélange d'admiration et de crainte. Malgré cela, les Templiers réussirent à entretenir une relation étroite avec les papes successifs, qui reconnurent leur rôle unique et leur apport stratégique. L'ordre reçut plusieurs bulles pontificales confirmant leurs privilèges, ce qui protégeait leurs biens et leur personnel de toute ingérence extérieure. Cette immunité était un avantage considérable dans une époque marquée par des rivalités fréquentes entre seigneuries laïques et religieuses. En même temps, les Templiers étaient appelés à respecter une stricte discipline interne dictée par la règle de l'ordre. Cette double exigence témoignait de la volonté papale d'encadrer tout en valorisant leur action. Au fil du temps, cependant, les relations parfois tendues entre les Templiers et d'autres ordres religieux se manifestèrent davantage. Par exemple, les cisterciens, à l'origine de la règle des Templiers, gardaient une certaine distance critique, regrettant l'influence trop politique que l'ordre acquérait. Les bénédictins, attachés à une vision plus monastique et contemplative, voyaient également d'un œil méfiant cette organisation militaire très active. Ces différences d'orientation et de mission au sein de la chrétienté accentuèrent les divisions. Même si l'Église pontificale tenta de maintenir une unité générale face aux défis extérieurs. L'ambiguïté du statut des Templiers se refléta aussi dans les tensions avec les autorités royales.
Si ces dernières les considérèrent parfois comme des alliés précieux, elles voyaient aussi en eux un pouvoir autonome pouvant rivaliser avec le pouvoir monarchique. La protection du pape ne suffisait pas toujours à éviter les conflits, notamment en France, où le roi Philippe IV affectionnait particulièrement l'affrontement avec l'ordre. Ces rivalités politiques eurent des répercussions directes sur la manière dont l'Église gérait ses relations avec les Templiers. Elles traduisirent une instabilité dans la diplomatie ecclésiastique, marquée par des intérêts souvent contradictoires. En dépit de ces difficultés, les Templiers continuèrent de bénéficier d'une aura particulière au sein de la chrétienté pendant près de 2 siècles. Leur rôle militaire, économique et religieux formait un équilibre fragile, entretenu par l'appui des papes et des souverains. Ce soutien leur permit d'étendre leur influence jusqu'au dernier quart du XIIIe siècle, où les tensions finales commencèrent à se cristalliser. L'histoire complexe de leur rapport avec l'Église illustre ainsi les enjeux multiples auxquels ils furent confrontés, entre obéissance religieuse, autonomie institutionnelle et pression politique. Les documents pontificaux témoignent de cette évolution, avec une série d'incartades visant à renforcer la discipline au sein de l'ordre tout en consolidant son rôle dans la chrétienté. Les papes tentèrent d'apaiser les conflits internes à l'Église par des compromis, tout en maintenant la vigilance sur les Templiers. Cette démarche traduisait une volonté de contrôle, sans pour autant affaiblir une force reconnue comme essentielle aux ambitions de l'Église en Orient et en Occident. Le délicat équilibre entre protection et réglementation fut caractéristique de cette période. L'un des aspects moins connus de ces relations fut l'étendue du réseau administratif et financier des Templiers, rendu possible grâce à ce statut privilégié. L'ordre exploitait ses dons et ses biens pour financer des opérations militaires, mais aussi pour gérer des transactions complexes, un système qui reliait plusieurs régions d'Europe. Ce réseau constituait une source de pouvoir significative, sur laquelle le pape pouvait compter tout en contrôlant indirectement ses ressources. La dimension économique renforce l'idée d'un ordre inséré dans les mécanismes politiques et religieux de son temps, soumis à la fois aux besoins de l'Église et aux contraintes du pouvoir temporel. La condition des Templiers dans l'Église fut donc paradoxale. Protégés et encadrés par le pape, indépendants face aux autorités locales, mais aussi regardés avec suspicion et parfois en conflit ouvert avec d'autres puissances spirituelles et politiques. Leur survie dépendait de cette complexité, à la fois source de force et de fragilité. Cette dualité se manifesta tout au long de leur existence, rendant leur histoire centrale pour comprendre les rapports entre religion, pouvoir et société au Moyen Âge. Le poids de cette réalité explique en partie leur destin final, ainsi que les légendes qui les entourent. Les Templiers symbolisent un moment paradoxal du Moyen Âge, où la spiritualité s'allie au pragmatisme militaire sous l'égide du pape. Leur relation avec la papauté résume cette tension entre idéal religieux et enjeux terrestres, entre autonomie institutionnelle et soumission à l'autorité spirituelle. Cette dynamique fut au cœur des évolutions politiques et religieuses de leur époque, les plaçant à la croisée des intérêts divergents. Leur influence dépasse leur simple rôle militaire pour toucher à la construction même de la chrétienté médiévale. Ainsi, cette relation complexe entre les Templiers et l'Église contribue à mieux saisir les fondations de la société médiévale et les mécanismes par lesquels les autorités tentaient d'organiser et contrôler des acteurs puissants et parfois autonomes. En étudiant ce lien, on entre dans les problématiques profondes de la chrétienté, où s'affrontent pouvoir spirituel, pouvoir temporel et force sociale aux intérêts souvent contradictoires. La trajectoire des Templiers illustre cette complexité qui se perpétue dans les mémoires jusqu'à aujourd'hui.
Ce panorama permet maintenant d'aborder les questions relatives à l'influence politique des Templiers au-delà des relations strictement ecclésiastiques, en envisageant leur rôle dans les affaires royales et diplomatiques au Moyen Âge, sujet que nous approfondirons dans la suite de ce récit. Déclin et persécution des Templiers. Le déclin des Templiers, au début du XIVe siècle, représente un épisode complexe et dramatique dans l'histoire de cet ordre légendaire. Fondé au XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, ces moines soldats sont rapidement devenus non seulement une force militaire respectée, mais aussi une institution financière puissante. Leurs vastes possessions, leurs richesses accumulées et leur autonomie croissante ont suscité des jalousies et des tensions à la fois auprès des souverains européens et au sein de l'Église. Vers la fin du XIIIe siècle, le bilan des Templiers a commencé à susciter des interrogations. Leur influence financière inquiétait certains monarques, notamment Philippe le Bel, roi de France, qui cherchait à consolider son pouvoir et à renflouer les caisses royales. Le pouvoir du roi et l'Église ne coexistaient pas toujours dans l'harmonie. Les Templiers, jouissant d'un statut presque indépendant, étaient perçus comme une menace potentielle. Cette perception a conduit à une série d'événements qui ont bouleversé la destinée de l'ordre. En octobre 1313, sous l'impulsion de Philippe le Bel, des arrestations massives de Templiers ont lieu en France. Ils sont accusés de plusieurs crimes graves: hérésie, blasphème, pratiques idolâtres et actes déviants lors des rituels initiatiques. Ces accusations, bien que souvent considérées comme fabrication ou exagération destinées à justifier la souveraineté royale, ont déclenché des procès d'une ampleur rare pour cette époque. Le roi espérait ainsi mettre la main sur les trésors des Templiers afin de faire face à ces difficultés financières. Les procédures judiciaires se sont étendues sur plusieurs années, mêlant interrogatoires, tortures et témoignages souvent contradictoires. La nature secrète des rites templiers a alimenté les suspicions, bien que les preuves tangibles contre l'ordre restassent peu floues. Malgré la défense fervente de certains membres du clergé et la réticence du pape Clément V à condamner les Templiers sans preuves solides, le contexte politique a pesé lourdement dans les décisions prises. Sous la pression combinée du roi de France et des autorités pontificales, le pape Clément V a finalement promulgué en 1314 une bulle papale dissout officiellement l'ordre du Temple. Cette dissolution met fin à presque 200 ans d'existence des Templiers. Les biens de l'ordre sont en grande partie transférés à l'ordre des Hospitaliers, mais la répartition des richesses est loin d'être équitable, et beaucoup terminent entre les mains de la couronne française. Le sort réservé aux Templiers arrêtés est particulièrement sombre. Beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés, soumis à la torture, et certains ont trouvé la mort sur le bûcher, accusés d'hérésie et de pratiques occultes. Le plus célèbre, Jacques de Molay, dernier grand maître, est brûlé vif en 1314, lançant selon la légende une malédiction sur ses persécuteurs, un récit qui alimentera bien des spéculations ultérieures. Cette période marque une rupture importante non seulement pour les Templiers, mais aussi pour l'équilibre politique de l'époque. L'abolition de cet ordre militaire a laissé un vide dans les missions initiales qu'ils assumaient, notamment celles liées à la protection des pèlerins et à la gestion financière en Terre Sainte. Leur disparition fut ainsi autant une conséquence politique qu'une transformation des nombreux enjeux religieux et sociaux de ce début de siècle. Au-delà des accusations politiques et religieuses, cette chute suscite un intérêt constant chez les historiens et les amateurs d'histoire médiévale. La question de savoir si les Templiers étaient coupables des crimes dont on les accusa, ou s'ils furent victimes d'un complot pour des raisons économiques et politiques, reste débattue. Certaines archives, longtemps inaccessibles, apportent aujourd'hui un éclairage plus nuancé.
montrant que l'ordre avait certes ses défauts, mais aussi des qualités exceptionnelles dans l'organisation de ses campagnes militaires et une grande rigueur dans la discipline de ses membres. Par ailleurs, la dissolution de l'ordre a donné naissance à de nombreuses légendes et théories sur un éventuel trésor caché, des secrets mystiques ou une survie clandestine dans des sociétés secrètes. Ces récits populaires, souvent romancés, ont contribué à perpétuer une fascination autour des Templiers bien au-delà des faits historiques avérés. Ils illustrent combien la mémoire collective peut transformer une réalité complexe en une source inépuisable d'interprétations et de mythes. L'ombre de ces chevaliers persécutés reste présente dans la culture moderne, alimentant livres, films et documentaires qui explorent tour à tour la vérité historique ou le mythe. Leur histoire demeure un miroir des rivalités entre pouvoirs temporels et spirituels, des luttes internes à l'Église et de l'évolution des structures européennes au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance. Elle invite à réfléchir sur la manière dont les forces politiques peuvent influer sur la destinée même des institutions les plus puissantes. Ainsi, le déclin des Templiers s'inscrit dans un contexte de bouleversement majeur, où le Royaume de France, le Vatican et l'Europe tout entière étaient en pleine mutation. Le récit de leur chute n'est pas simplement une histoire de persécution, mais le témoignage d'une époque charnière où des enjeux de pouvoir, de foi et d'argent s'entremêlaient de façon complexe. Cette histoire invite à une analyse fine des rapports entre autorité, justice et mémoire à travers les siècles. Ce passage final de leur existence ouvre la voie à de nouvelles formes d'organisation militaire et religieuse, sans pour autant effacer totalement l'héritage templier. Leur influence s'est prolongée, souvent de façon indirecte, dans des ordres successifs, des pratiques chevaleresques et des traditions spirituelles qui ont traversé les âges. Le silence imposé à leur histoire officielle contraste avec la richesse des traces discrètes qu'ils ont laissées dans le patrimoine européen. Les événements qui entourent la chute de cet ordre révèlent par ailleurs l'importance des mécanismes de propagande et de communication dans le pouvoir médiéval. La construction d'une image diabolique des Templiers participe à légitimer leur élimination et à renforcer l'autorité centrale. C'est aussi un exemple précoce des tensions entre souveraineté royale et papauté, qui se manifestent à travers ce procès sans précédent. En conclusion, le déclin et la persécution des Templiers ne peuvent être réduits à une simple affaire judiciaire. Ils incarnent une convergence de facteurs historiques, politiques et religieux qui ont conduit à l'effondrement d'une institution exceptionnelle. Leur histoire continue de susciter une réflexion sur la nature du pouvoir et sur les conséquences de sa concentration dans un contexte instable. Cette analyse préfigure les transformations qui suivront dans l'Europe médiévale, offrant un cadre pour comprendre les évolutions politiques et culturelles qui marqueront les siècles à venir. Elle prépare également le terrain pour explorer les autres mystères et héritages liés à ces chevaliers légendaires dans la suite de ce récit. Conséquences politiques et sociales de la chute. La disparition des Templiers au début du XIVe siècle a eu des répercussions profondes et durables sur les sphères politiques, économiques et sociales, tant en Europe qu'en Terre Sainte. Cette organisation, qui fut à la fois une force militaire, un ordre religieux et un acteur financier majeur, laissait derrière elle un vide dont les conséquences se firent sentir de manière diverse selon les régions et les acteurs impliqués. La chute des Templiers ne représenta pas seulement la fin d'un ordre militaire, mais un bouleversement complexe dans l'équilibre des pouvoirs et des richesses de l'époque. Politiquement, l'élimination des Templiers s'est inscrite dans un contexte où les monarques européens cherchaient à renforcer leur autorité face aux puissances ecclésiastiques et aux ordres religieux. L'arrestation simultanée de centaines de chevaliers, ordonnée par le roi de France Philippe le Bel,
illustre la volonté monarchique de s'approprier l'influence et les biens d'une institution jugée trop indépendante et puissante. Cette opération fut un acte de consolidation du pouvoir royal, contribuant à affaiblir l'autorité papale, dont la complicité dans la procédure légitimait certes l'action, mais ne put empêcher la montée des États-nations centralisés. Sur le plan économique, les Templiers avaient développé un système bancaire précurseur qui facilitait des transferts de fonds entre la Terre Sainte, l'Europe occidentale et l'Orient. Leur réseau comptait sur un maillage de commanderies, fermes et châteaux qui servaient autant de bases militaires que de centres administratifs et financiers. La disparition de l'ordre engendra un réarrangement important des flux financiers. Les biens des Templiers furent saisis par la couronne française et, dans d'autres royaumes, redistribués aux ordres militaires restants comme les hospitaliers. Cette redistribution n'était cependant pas uniforme et causa des tensions entre différentes entités, privées ou religieuses, luttant pour le contrôle des terres et des ressources jadis détenues par les Templiers. Socialement, l'ombre des Templiers se maintint longtemps dans l'imaginaire collectif. Leur mystère et la brutalité de leur disparition nourrirent de nombreuses légendes et théories. Mais concrètement, les conséquences touchèrent aussi les populations rurales qui dépendaient des terres templières pour leur subsistance ou leur emploi. La transition vers de nouveaux propriétaires n'était pas toujours pacifique, donnant parfois lieu à des conflits locaux. Par ailleurs, la communauté templière comprenait non seulement des chevaliers, mais aussi des frères convers, chargés de tâches administratives ou agricoles, qui durent se réintégrer dans d'autres structures sociales ou religieuses, modifiant ainsi les dynamiques locales. En Terre Sainte, la perte des Templiers fut particulièrement marquante. Ils avaient assuré la protection des pèlerins et le maintien de bases stratégiques pendant les croisades. Leur disparition à un moment où la présence chrétienne devenait de plus en plus fragile affaiblit d'autant la lutte contre les forces musulmanes locales. Bien que les hospitaliers aient pris une partie de leur héritage, ni la force ni l'infrastructure ne purent compenser totalement cet affaiblissement. La prise de territoire par les Mamelouks accentua ce déclin, marquant un tournant dans l'histoire des États croisés et réduisant leur capacité militaire et logistique. Les possessions matérielles des Templiers, qui comprenaient châteaux, terres agricoles, domaines viticoles et comptoirs commerciaux, furent l'objet de débats intenses. Le pape Clément X, sous pression des rois européens, édicta des bulles papales ordonnant la confiscation des biens au profit des hospitaliers. Néanmoins, en pratique, de nombreux territoires furent emportés par des puissances laïques qui les intégrèrent à leurs domaines royaux ou seigneuriaux. Cette situation contribua à une redistribution du pouvoir local, provoquant parfois des conflits d'intérêts entre les aristocraties émergentes et les ordres survivants. En parallèle, le procès des Templiers laissa une trace durable dans l'histoire judiciaire. Bien que les accusations portées contre eux fussent largement motivées par des intentions politiques et économiques, leur jugement, orchestré par des institutions religieuses et civiles, souligna les limites et les évolutions du droit médiéval. Ce processus inspira plus tard des réflexions sur la justice, la preuve et la torture, ce qui contribue à en faire l'un des procès les plus étudiés du Moyen Âge. Ce reflux de l'influence templière eut aussi des répercussions au niveau international. Les alliances et relations diplomatiques entre royaumes chrétiens et autres puissances furent modifiées. Certains États profitèrent de cette transformation pour réaffirmer leur indépendance ou redessiner leur stratégie territoriale. La disparition d'un acteur majeur de la politique méditerranéenne incita à repenser la gestion des pèlerinages vers Jérusalem, qui ne retrouverait jamais un protecteur aussi puissant. Enfin, les récits postérieurs à la chute des Templiers
contribuèrent à façonner une mémoire collective ambivalente, oscillant entre admiration et méfiance. Leur image de chevalier dévoué, mais enveloppé de secrets et de mystères, s'inscrivit durablement dans la culture européenne et au-delà. Des écrits, des chroniques et même des œuvres artistiques ultérieures puisèrent dans ce contexte trouble pour alimenter des mythes populaires et une symbolique qui perdure encore aujourd'hui. À travers ces multiples aspects, la disparition des Templiers apparaît donc comme un point de bascule historique aux conséquences multiples et complexes. Elle permit l'émergence de nouvelles structures politiques et économiques, tout en inaugurant un héritage culturel d'une richesse remarquable. Cette transformation illustre la dynamique profonde qui agit au carrefour du pouvoir, de la foi et de la société aux portes de la Renaissance, ouvrant la voie à la suite de notre exploration des ordres militaires. Les Templiers dans la culture populaire moderne. Les Templiers ont toujours occupé une place singulière dans l'imaginaire collectif, et leur présence dans la culture populaire moderne illustre l'évolution de cette fascination au fil du temps. Dès la fin du Moyen Âge, leur disparition mystérieuse a nourri de nombreuses légendes qui se sont enrichies, transformées et replongées dans l'art, la littérature et les médias. Ces différentes représentations révèlent autant sur notre époque que sur la quête historique de ces chevaliers. Au XIXe siècle, les Templiers ont fait leur apparition dans la littérature romantique. Des auteurs ont puisé dans le mystère entourant leur ordre pour créer des récits mêlant historique et imaginaire. Ces textes, souvent teintés d'un goût pour le secret et la conspiration, ont marqué le début de la mythification moderne de l'ordre du Temple. Depuis, leur image oscille entre bienveillance chevaleresque et forces occultes cachées. Le cinéma, dès ses premiers balbutiements, s'est emparé des figures templières. Des productions grand public ont présenté des histoires où l'on trouve autant de faits documentés que d'inventions dramatiques. Les Templiers y deviennent souvent des protecteurs de reliques sacrées ou des gardiens d'énigmes millénaires. Cette tendance s'est amplifiée avec l'apparition des blockbusters, qui ont popularisé une symbolique templière mêlée à des thématiques ésotériques. Par ailleurs, la bande dessinée et les mangas ont contribué à renouveler l'image des Templiers. Ces supports offrent une liberté narrative particulière, mêlant aventures historiques à des univers parfois futuristes. Ces œuvres illustrent la diversité des interprétations et témoignent d'un intérêt jamais démenti pour cette période médiévale. Elles participent aussi à diffuser une image plus nuancée, parfois éloignée des polémiques traditionnelles. Sur le plan musical, certains groupes ont intégré les Templiers dans leur composition, proposant des ambiances gothiques ou médiévales. Ce choix reflète une volonté d'évoquer une époque révolue à travers des sonorités spécifiques, créant ainsi une atmosphère propice à la rêverie. Cette évocation sonore complète le tableau, reliant passé et présent par l'art, non seulement visuel ou littéraire, mais également auditif. En parallèle, les jeux vidéo ont joué un rôle majeur dans la diffusion de l'image des Templiers auprès des jeunes générations. De nombreux titres mettent en scène des chevaliers, parfois réels, parfois fictifs, dans des contextes historiques riches en détails. Ces expériences interactives favorisent une immersion complète, ce qui renforce la fascination pour cette figure historique. De plus, ces jeux explorent souvent les zones d'ombre de l'ordre, abordant des thèmes complexes sans nécessairement les résoudre. La présence templière dans les documentaires télévisés et les podcasts historiques montre quant à elle un intérêt académique renouvelé. Ces productions fournissent des analyses rigoureuses, relient les faits avérés aux mythes populaires et permettent de démêler la part de réalité de l'imaginaire. Elles contribuent à une meilleure connaissance tout en maintenant un ton accessible.
évitant ainsi la confusion entre science et fiction. L'engouement pour les Templiers dépasse le cadre européen pour toucher une audience mondiale. Leurs symboles, tels que la croix pâtée ou l'image du temple de Salomon, traversent les cultures, trouvant place dans des contextes très variés. Cette universalité témoigne d'une fascination qui résiste à l'usure du temps et se réinvente au gré des attentes contemporaines, tout en respectant les fondements historiques. Cependant, cette popularité soulève également des questions sur la perception de l'histoire. Entre vérité documentée et récits embellis, la figure des Templiers incarne une complexité où mythe et réalité s'entremêlent. Cette dualité stimule les débats parmi chercheurs, créateurs et amateurs, qui confrontent leurs points de vue dans un dialogue continu, contribuant à enrichir la compréhension collective. Certaines œuvres populaires ont même donné naissance à des théories alternatives controversées, associant les Templiers à des sociétés secrètes ou à des trésors légendaires. Ces hypothèses, souvent non étayées par des preuves tangibles, alimentent la culture ésotérique et confirment l'impact durable de l'ordre dans l'imaginaire collectif. Elles illustrent aussi la manière dont l'histoire peut se transformer en récit symbolique. Le rôle des Templiers dans la culture populaire moderne traduit ainsi une fascination persistante pour une époque où le mystère et la foi s'entremêlaient étroitement. Leur figure incarne des valeurs de courage et de sacrifice, tout en restant enveloppée d'une aura d'énigme. Cette ambivalence nourrit un intérêt constant, qui perdure dans les créations artistiques et intellectuelles contemporaines. La symbolique templière est également utilisée dans divers mouvements culturels contemporains, reflétant parfois des idéaux liés à l'ordre et à la discipline, tandis que d'autres s'en servent comme d'un emblème contestataire ou spirituel. Cette variation montre à quel point cette image est malléable et interprétable selon les contextes sociaux et les besoins symboliques du moment. Enfin, il apparaît clairement que les représentations modernes des Templiers sont le résultat d'un long processus d'adaptation et de réinterprétation. Elles témoignent de la capacité des sociétés à façonner leur passé en fonction de leurs aspirations présentes, en transformant une histoire complexe en un référent durable, parfois mythique. Cette dynamique assure que la figure des Templiers continuera à inspirer et à intriguer. Ainsi, les Templiers demeurent une source inépuisable pour les créateurs et les chercheurs, incarnant un pont entre le Moyen Âge et notre époque. Leur image, multiple et mouvante, invite à réfléchir sur la manière dont le passé est perçu, transmis et réinventé, tout en offrant un matériau riche pour l'expression artistique et intellectuelle. Ces constats précèdent naturellement une exploration plus approfondie des fondements historiques de cet ordre chevaleresque et de son influence réelle sur la société médiévale. Sources historiques et archives sur les Templiers. Les documents historiques relatifs aux Templiers constituent la base essentielle de notre connaissance sur cet ordre militaire et religieux. Parmi eux, les chroniques médiévales occupent une place majeure. Ces récits, souvent rédigés par des contemporains ou par des moines, apportent un éclairage précieux sur la fondation, la mission et la dissolution des Templiers. Toutefois, leur partialité ou leur caractère parfois apologétique ne permet pas d'établir une vérité absolue. De plus, le contexte politique et religieux de l'époque influence notablement la manière dont ces textes présentent les faits. Les archives officielles des royaumes de France et d'autres pays européens renferment une quantité importante de documents juridiques et administratifs concernant l'ordre. Parmi eux, les procès-verbaux du procès intenté aux Templiers au début du XIVe siècle sont fondamentaux. Ces actes judiciaires, conservés notamment à Paris, révèlent les accusations portées contre les chevaliers, ainsi que les témoignages recueillis,
bien que ceux-ci aient été obtenus dans des conditions souvent contestées. Il reste néanmoins une source irremplaçable pour comprendre les raisons et les mécanismes de la condamnation de l'ordre. Les chartes et les lettres de fondation des commanderies templières offrent une perspective directe sur leur implantation en Europe et au Moyen-Orient. Ces documents, souvent conservés dans des archives religieuses ou municipales, décrivent les dons, les possessions et les privilèges accordés à l'ordre. Ils témoignent également du rôle économique et politique que jouaient les Templiers. Toutefois, il faut considérer que la plupart de ces documents proviennent du point de vue des institutions qui les émettaient ou les recevaient, ce qui peut limiter leur neutralité. L'étude des manuscrits liturgiques et des règles internes de l'ordre éclaire également le quotidien des Templiers. Ces textes prescrivaient la discipline, les rites religieux, ainsi que le mode de vie des chevaliers. Ils sont précieux pour comprendre l'organisation interne et la spiritualité de l'ordre. Toutefois, leur caractère prescriptif peut différer de la réalité effective sur le terrain, rendant nécessaire une analyse critique et comparative avec d'autres sources. Par ailleurs, les vestiges archéologiques découverts sur les sites des commanderies permettent de compléter les données textuelles. Fouilles et analyses matérielles dévoilent les structures architecturales, les objets et l'environnement dans lesquels évoluaient les Templiers. Ces éléments ont souvent été négligés par les premières recherches, mais ils apportent aujourd'hui des informations indispensables pour une vision plus complète et nuancée. Ils révèlent, par exemple, l'importance stratégique des établissements et leur rôle dans le réseau de communication de l'ordre. Certaines sources contemporaines, notamment les écrits d'historiens arabes et byzantins, constituent une autre dimension importante. Ils offrent un point de vue extérieur sur les Templiers, souvent perçu à travers le prisme des relations conflictuelles ou diplomatiques. Bien que parfois lacunaires ou partiaux, ces documents enrichissent la compréhension des interactions entre l'ordre et les sociétés environnantes, notamment au cours des croisades. Il convient également de mentionner les récits postérieurs, lesquels ont largement contribué à la formation de la légende templière. Ces textes, rédigés aux époques modernes et contemporaines, mêlent histoire et fiction, souvent dans le but de glorifier ou de diaboliser l'ordre. Ils suscitent un intérêt certain, mais doivent être maniés avec prudence dans un travail scientifique. Leur importance réside surtout dans l'étude de la réception de l'image des Templiers à travers les siècles. Les faiblesses des sources historiques sont liées à plusieurs facteurs. Parmi eux, le caractère fragmentaire des archives originales, leur dispersion géographique, ainsi que la destruction intentionnelle de nombreux documents après la suppression de l'ordre, posent des difficultés majeures. Cette situation engendre des lacunes importantes dans la reconstitution complète et précise de l'histoire templière. Elle invite à une approche rigoureuse et croisée des témoignages disponibles. La complexité de la documentation templière oblige à une lecture attentive et critique. Il faut veiller à confronter les sources entre elles et à replacer chaque texte dans son contexte historique et culturel. Cela permet d'éviter les lectures anachroniques ou simplificatrices. De plus, la comparaison des récits européens avec les points de vue extérieurs favorise une meilleure compréhension des multiples facettes de l'ordre et de son époque. Les chercheurs contemporains disposent par ailleurs d'outils modernes, comme l'expertise paléographique, la datation par les sciences naturelles ou les bases de données archivistiques numériques. Ces moyens accroissent la précision et la portée des analyses historiques. Ils contribuent à mieux cerner la réalité historique derrière les mythes, tout en favorisant l'accès aux sources pour un public plus large. À travers l'étude des sources historiques et des archives, il devient possible de reconstituer une image plus fidèle des Templiers. Celle-ci n'est ni entièrement héroïque, ni univoquement sombre,
mais plutôt complexe et nuancée. Elle témoigne des ambitions, des tensions et des évolutions d'un ordre qui a marqué profondément le Moyen-Âge. Cette connaissance s'appuie sur un travail méthodique et rigoureux, indispensable à la démarche scientifique. Ce regard critique nous invite à poursuivre l'exploration des nombreux aspects de l'histoire templière. La prochaine étape consistera à examiner les structures internes de l'ordre et leur fonctionnement concret. Cette étude détaillée permettra d'approfondir la compréhension du rôle des Templiers dans le contexte médiéval, en évitant les simplifications et les interprétations erronées. Héritage et influence durable des Templiers. L'ordre des Templiers a laissé une empreinte profonde et durable sur plusieurs aspects de la société, qui perdure bien au-delà de sa disparition officielle au début du XIVe siècle. Leur héritage s'inscrit non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans les institutions religieuses et les symboles culturels qui résonnent encore dans notre monde contemporain. L'analyse de cette pérennité révèle les fondements d'une influence complexe et multiforme. Dès l'origine, les Templiers se distinguèrent par leur double vocation à la fois guerrière et religieuse. Leur engagement dans les croisades, défendant les territoires saints avec discipline et dévotion, fit d'eux un modèle d'organisation militaire novateur. Leurs techniques, notamment en matière de fortification et de combat, influencèrent durablement les armées européennes, contribuant à l'évolution des ordres militaires qui suivirent. Parallèlement, leur structure interne reflétait une hiérarchie rigoureuse, mêlant moines et chevaliers dans une association où la spiritualité guidait la stratégie. Cette combinaison singulière fut un précurseur pour d'autres communautés monastiques engagées dans la défense, consolidant ainsi le rôle des ordres religieux dans l'arène politico-militaire. Cette dualité accentua la fascination et la méfiance autour de leur institution. La dispersion de l'ordre sous les pressions politiques et religieuses n'entraîna pas pour autant la disparition de son symbolisme. Les insignes templiers, comme la croix pattée, continuèrent à être repris dans divers contextes, allant de la chevalerie à des mouvements culturels plus contemporains. Cette appropriation témoigne d'une quête de légitimité et d'un lien nostalgique à une époque perçue comme celle des idéaux de courage et de foi. Dans le domaine religieux, l'ordre instaura des pratiques qui inspirèrent par la suite d'autres congrégations. Leur rigueur dans le respect des vœux, ainsi que leur rapport aux biens matériels, permirent de poser des bases juridiques et spirituelles pour la gestion des ordres monastiques postérieurs. Cette influence légale et éthique se perpétue notamment dans les règles internes de certains groupes encore actifs aujourd'hui. Sur le plan social, l'existence des Templiers suscita un imaginaire collectif riche et diversifié. Leur mystère, alimenté par leur soudaine chute et les accusations de hérésie, engendra des mythes persistants. Ce phénomène trouve écho dans la littérature, les arts et même les théories alternatives, ce qui montre leur insertion dans une mémoire culturelle complexe qui dépasse les faits historiques stricts. L'ordre joua également un rôle dans le développement économique des régions sous son contrôle. Leur gestion des terres agricoles, des routes commerciales ainsi que le système bancaire embryonnaire qu'ils mirent en place avant l'émergence des banques modernes, reste un exemple d'innovation administrative. Ces aspects contribuent à l'idée d'une organisation efficace et adaptative, capable de naviguer entre guerre et gestion civique. Malgré la fin tragique de leur institution officielle, les valeurs chevaleresques prônées par les Templiers continuèrent à nourrir l'idéal chevaleresque occidental. La noblesse d'âme, la fidélité et le dévouement à une cause supérieure figurèrent au cœur des références morales dans les siècles suivants, en particulier dans les codes d'honneur militaires et civiques. Les symboles templiers, quant à eux, furent récupérés aussi bien par des sociétés secrètes que par des milieux plus populaires. Cette diffusion disparate
témoignent de la fascination qu'exercent ces figures historiques à la croisée entre l'histoire et la légende. Leur adaptation dans des contextes variés en fait un phénomène culturel vivant, ouvert à interprétation. L'influence des Templiers transcende donc les frontières chronologiques et géographiques. Leur image contribue à la construction identitaire de groupes divers, appuyant des discours d'appartenance et des repères moraux. Ce phénomène illustre comment une institution historique peut acquérir une postérité symbolique et sociétale sans précédent. En examinant les traces laissées par l'ordre dans les institutions militaires, on note une inspiration directe dans la création de formations similaires, notamment celles reliées à la protection des lieux saints et des pèlerins. L'encadrement disciplinaire et la spiritualité guerrière qu'ils instaurèrent furent des modèles repris et adaptés en Europe. Du côté religieux, leur rôle dans la structuration des ordres monastiques armés établit un précédent rare et influent. La fusion entre ascétisme et fonction militaire rebat les cartes de la théologie appliquée, montrant un engagement militant et spirituel unique. Cette particularité questionne les rapports entre foi, pouvoir et violence au Moyen Âge. Leur présence dans l'imaginaire contemporain, bien que souvent déformée par le mythe et la fiction, rappelle l'importance attachée aux symboles historiques dans la construction des récits collectifs. Comprendre cette dynamique aide à saisir non seulement l'histoire des Templiers, mais aussi celle des sociétés qui les réinterprètent. Par souci de clarté et d'analyse objective, il est utile d'adopter une perspective nuancée, dépassant les clichés. L'étude rigoureuse des documents d'archives, des chroniques médiévales et des analyses modernes permet d'apprécier la réalité historique sans la dissoudre dans le fantasme. L'équilibre entre faits et légendes enrichit ainsi notre connaissance. Les traditions culturelles associées à l'ordre, qu'elles soient religieuses, militaires ou populaires, s'inscrivent dans une continuité plus vaste. Elles témoignent d'une transmission de valeurs et de symboles qui conditionnent la perception de l'héritage médiéval au présent. Ces éléments forment un lien entre passé et aujourd'hui, souvent sublimé par l'art et la mémoire collective. Vers la fin du Moyen Âge, la dissolution de l'ordre ne freina pas la diffusion de leur modèle. Les chevaliers d'autres ordres reprirent à leur compte certaines règles et pratiques templières, intégrant leur héritage dans une historicité mouvante. Ce transfert souligne la pertinence et la pertinence durable de leur contribution. En outre, la répartition géographique des possessions templières démontra une capacité d'adaptation aux contextes locaux variés. Cette flexibilité fut un facteur clé de leur succès et explique en partie la mémoire persistante de leur présence sur plusieurs continents. Le mélange de fonctionnement centralisé et d'autonomie locale reste un point d'étude appréciable. Les biens fonciers et les infrastructures laissées par l'ordre devinrent des éléments cruciaux pour les pouvoirs régionaux après leur chute. Leur rôle dans le développement urbain et rural ne peut être sous-estimé, soulignant l'importance économique des Templiers au-delà du simple champ militaire. Ces vestiges constituent un patrimoine matériel et historique précieux. Parmi les symboles les plus reconnaissables, la Croix-Rouge associée à l'ordre incarne à la fois leur dimension spirituelle et martiale. Cette image, transmise par les documents et les monuments, sert aujourd'hui encore de repère pour l'étude des croisades et des phénomènes religieux de l'époque. Son usage contemporain montre la force des symboles visuels dans la mémoire collective. L'aspect bancaire de l'ordre est souvent évoqué comme un précurseur des systèmes financiers modernes. Leur capacité à sécuriser des fonds dans plusieurs régions et à faciliter les transferts démontrait une sophistication administrative remarquable. Ces innovations financières furent des éléments de stabilité pour les territoires concernés. D'un point de vue sociologique, la fascination autour des Templiers révèle des besoins humains profonds,
quête de justice, d'héroïsme et de mystère. L'ordre incarne un idéal qui dépasse le strict cadre historique, alimentant les imaginations et les réflexions sur le pouvoir et la foi. Cette dimension symbolique ne doit pas être négligée dans l'appréhension globale. Enfin, l'étude de leur influence s'inscrit dans une problématique plus large concernant la relation entre institutions religieuses et pouvoir politique. Le cas templier illustre les tensions et les alliances possibles, tout en mettant en lumière les conditions de survie et de disparition des ordres religieux militaires. Il s'agit d'un exemple particulièrement éclairant du Moyen Âge. Ces réflexions sur l'héritage et l'influence durable des Templiers nous conduisent naturellement à envisager les perspectives contemporaines de leur symbolique. Les manifestations modernes, qu'elles soient culturelles ou associatives, tracent une continuité originale entre passé et présent, témoignant de la vitalité de cet héritage dans notre monde. La suite de la réflexion approfondira notamment les aspects mythologiques et populaires qui entourent ces figures, en explorant comment les imaginaires se construisent et se transmettent. Ce prolongement permettra de mieux cerner le passage entre histoire documentée et légende vivante, éclairant ainsi la complexité du phénomène templier dans la modernité.